Le soleil pesait sur le désert, comme une pièce de monnaie incandescente, brûlant sans pitié l'humidité de la terre rouge. Luke Mackenzie abaissa son chapeau sur ses yeux et cracha sur le côté. Sa bouche était si sèche que sa salive était devenue aussi épaisse que de la mélasse. Son cheval bâille respirait lourdement, ses naseaux frémissants, en quête de la moindre fraîcheur dans cette fournaise. « Maudite soient ces bandits !» jura mentalement Luke en scrutant la trace de roues qui disparaissait derrière la colline la plus proche. Voilà 3 jours qu'il poursuivait la bande d'Iron Joe Harrison, qui avait dévalisé la diligence près de Midland. Le shérif offrait une belle récompense. 500 $ pour Harrison vivant, 200 pour chacun de ses complices. Assez d'argent pour acheter son propre ranch quelque part dans le Montana, loin de toute cette agitation. Luke était chasseur de primes depuis 7 ans. Après que les Confédérés eurent incendié la ferme familiale en Géorgie et que sa mère fut morte de chagrin, il avait pris la route de l'Ouest. Il avait appris à tirer plus vite que son ombre, à lire les pistes mieux que n'importe quel éclaireur indien, et à ne jamais perdre son sang-froid, même lorsque les balles sifflaient au-dessus de sa tête. Ce métier était brutal, mais honnête. Les méchants recevaient ce qu'ils méritaient. Et lui, il était payé pour ça. En atteignant la crête de la colline, Luke vit ce qu'il cherchait. En contrebas, dans un petit vallon abrité du vent par des buissons et quelques arbres chétifs, un feu de camp fumait. 3 chevaux se tenaient à proximité. Et un peu plus loin, une charrette à la bâche de toile. Luke sortit sa longue vue de sa sacoche de sel et examina attentivement le campement. 2 hommes étaient assis près du feu, se passant une bouteille de whisky. Le troisième, un homme grand aux cheveux gris acier et balafré sur toute la joue gauche, arpentait les abords de la charrette. Iron Joe en personne. Harrison n'était pas seulement connu pour ses attaques de diligence, mais aussi pour la traite d'êtres humains. Il enlevait de jeunes femmes et filles et les vendait à des maisons closes au Mexique ou plus au sud encore. Luke fronça les sourcils en remarquant quelque chose d'étrange près de la charrette. Il crut d'abord à une autre caisse de butin, mais comprit ensuite qu'il s'agissait d'une cage. Une cage artisanale, faite de grosses barres de bois, mesurant environ 3 pieds sur 4. Et il y avait quelqu'un à l'intérieur. Le cœur de Luke s'accéléra. Il ajusta sa longue vue et aperçut une main de femme, pâle, qui passait entre les barreaux. Les doigts étaient fins, élégants, mais couverts d'égratignures et de saleté. La cage était en plein soleil, sans la moindre ombre. « Les salauds !» siffla Luke entre ses dents. Il avait vu bien des horreurs dans sa vie, mais garder un être humain en cage comme un animal. Cela dépassait toutes les limites. Il rangea sa longue vue et commença à descendre prudemment le versant opposé de la colline, menant son cheval par la bride. Il lui fallait un plan. 3 contre 1, ce n'était pas si mal si l'on agissait intelligemment. Harrison et ses hommes s'étaient relâchés, pensant que personne ne les poursuivrait aussi loin dans le désert. Luke attacha son cheval à un buisson à une centaine de yards du camp et rampa pour se rapprocher, sa carabine à la main. La terre rouge était brûlante, même à travers le cuir épais de son pantalon. Le soleil lui cuisait le dos, la sueur lui brouillait la vue, mais il continuait d'avancer, utilisant chaque rocher et chaque buisson comme abri. S'étant approché suffisamment pour entendre la conversation des bandits, Luke se posta derrière un gros rocher. Il pouvait maintenant mieux voir la cage, et ce qu'il vit le fit serrer les dents de rage. À l'intérieur était assise une jeune femme, d'une vingtaine d'années peut-être. Ses cheveux sombres, emmêlés, étaient queintes couverts de poussière. Son visage était pâle malgré le hâle du désert. Sa robe, autrefois une belle robe bleue, sans doute, n'était plus qu'un haillon souillé. Mais le pire était son regard, vide, perdu, comme si elle regardait à travers le monde sans le voir. « Joe, on devrait peut-être lui donner de l'eau, » entendit-il la voix d'un des bandits. « Elle va crever sous ce soleil. » Harrison cracha avec mépris. « Morty, elle ne nous sert à rien, c'est sûr.
Mais pas la peine de la choyer. À Tijuana, ils paieront bien pour elle, et ce sera au nouveau proprio de s'en occuper. Et si elle ne se souvient vraiment de rien, demanda le second bandit, un homme trapu à la barbe rousse. On n'aura pas plus d'ennui que de profit avec elle. Harrison eut un rictus, un son qui fit serrer les poings à Luke. Ou t'es idiot ou tu le fais exprès. C'est parfait, au contraire. Si elle ne se souvient de rien, ça veut dire que personne ne la cherche, personne ne la réclame. De la marchandise pure, sans questions embarrassantes. Luke en avait assez entendu. Il recula à quatre pattes jusqu'à être hors de vue des bandits, puis commença à contourner le camp par l'arrière. Son plan se dessina rapidement, il était simple. Mais sa force résidait dans sa simplicité. Il lui fallait d'abord choisir une position. Luke opta pour un petit promontoire, où quelques gros rochers formaient un abri naturel. De là, il pouvait tenir tout le camp en joue. Et la cage de la prisonnière n'était qu'à une trentaine de yards. Il vérifia sa carabine, une balle dans le canon, 5 autres dans le magasin. Ça devrait suffire. À sa ceinture pendaient 2 Colts, tous deux chargés. Luke inspira profondément l'air chaud du désert et visa Harrison. « Hey, Iron Joe !» cria-t-il d'une voix forte, mais sans agressivité excessive. « On a des choses à se dire. » La réaction fut instantanée. Les 3 bandits se dispersèrent, saisissant leurs armes. Harrison plongea derrière la charrette. Les 2 autres s'abritèrent derrière les chevaux. « Qui diable es-tu » hurla Harrison. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je m'appelle Luke Mackenzie, je suis chasseur de primes, » répondit Luke sans les perdre de vue. « Le shérif de Midland offre une belle récompense pour ta tête, Joe. »« Va au diable, chasseur de primes !» rugit Harrison en tirant de derrière la charrette. La balle ricocha sur la pierre près de la tête de Luke, le couvrant d'éclats. Il visa calmement et riposta. La balle transperça la bâche de la charrette à 1 pouce de la tête de Harrison. « La prochaine sera plus précise, Joe, » prévint Luke. « Tu as le choix, te rendre vivant pour un procès équitable ou je te ramène mort. » Une salve de 3 coups, lui répondit. Les balles sifflèrent au-dessus de sa tête et il se baissa instinctivement. Le bandit à la barbe rousse tenta de courir vers un meilleur abri. Mais Luke fut plus rapide. Le coup de carabine résonna en écho dans le vallon, et le bandit s'effondra en se tenant l'épaule. « Tom !» hurla le second bandit, un type maigre coiffé d'un chapeau melon usé. « Tom, t'es vivant ?»« Vivant, mais touché !» gémit Tom, le barbu. Ce maudit chasseur de primes tire comme le diable. Luke rechargea sa carabine et visa de nouveau. Il avait maintenant l'avantage, un adversaire blessé, les 2 autres cloués au sol et incapables de viser correctement. Mais il fallait agir vite avant qu'ils ne songent à l'encercler. « Joe !» cria-t-il, « dernière chance! Libère la fille et je te donne 5 minutes d'avance. » Harrison éclata de rire, un son désagréable comme le grincement de métal rouillé. « Tu crois que je vais abandonner ma marchandise comme ça? Va en enfer, chasseur de primes !»« Comme tu voudras, » se dit Luke à voix basse. Il remarqua que le bandit au chapeau melon tentait de s'approcher discrètement par la gauche, profitant des replis du terrain. Luke fit semblant de ne pas le voir et continua de tirer vers la charrette, forçant Harrison à baisser la tête. Quand le bandit fut assez proche et se leva pour tirer, Luke se tourna brusquement et tira une balle de son colt. Le bandit au chapeau melon chancela et s'effondra au sol, sans plus bouger. « Fred !» Pour la première fois, la voix de Harrison trahit une pointe de panique. « Fred, réponds !» Le silence fut sa seule réponse. Il ne restait plus que Harrison et Tom, le blessé, et Luke avaient tout l'avantage. « Tom !» cria Harrison. « Tu peux tirer ?»« Je peux, mais mal, » répondit l'autre. « Mon bras ne m'obéit presque plus. » Luke décida qu'il était temps d'en finir. Il quitta prudemment son abri et commença à s'approcher du camp, la carabine prête. Chaque pas était mesuré. Les bêtes blessées sont toujours les plus dangereuses.
« Joe !» appela-t-il en se rapprochant. « Tes hommes sont morts ou blessés. Rends-toi et je te promets de te livrer vivant à Midland. » Un hurlement sauvage de Ian Vache de Harrison et le son d'un coup de feu lui répondirent. La balle passa à côté, mais de trop près. Luke plongea derrière un buisson et entendit aussitôt un bruit de pas. Harrison courait vers les chevaux. « N'y pense même pas !» songea Luke, et il tira pour anticiper. La balle atteignit Harrison à la jambe, et il s'effondra à quelques pas des chevaux, en jurant bruyamment. « C'est fini, Joe! La partie est terminée !» cria Luke en se relevant et en se dirigeant vers le bandit blessé. Harrison gisait sur le côté, pressant une main ensanglantée sur sa blessure, mais la haine brûlait encore dans ses yeux. « Tu crois avoir gagné, chasseur de primes ?» cracha-t-il. « Cette file te coûtera plus cher que ma tête ne vaut !»« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Luke sans trop s'approcher. Harrison pouvait avoir une autre arme cachée. « Elle est malade !» ricana Harrison, et son rire était pire qu'une malédiction. Sa tête ne fonctionne plus. Elle ne se souvient ni de son nom, ni d'où elle vient. On l'a trouvée il y a 2 semaines, près d'un village indien. Elle est raide comme un fantôme. Elle peut à peine parler. Luke sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il regarda la cage où la jeune femme était toujours assise et vit qu'elle le regardait. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni espoir, seulement un vide. Comme si son corps était là, mais son âme loin, très loin. Peut-être un coup sur la tête, ou peut-être que les Indiens lui ont fait quelque chose, continua Harrison, savourant visiblement la situation. En tout cas, maintenant, c'est ton problème, héros. Luke s'approcha de Tom, le blessé, qui était assis adossé à un arbre, et lui prit son arme. Il fit de même avec Harrison, les liant tous les deux avec une corde solide. C'est seulement après qu'il se dirigea vers la cage. En s'approchant, il s'accroupit et regarda attentivement la prisonnière. Elle était jeune, pas plus de 22 ans, avec des traits réguliers et de grands yeux sombres. Elle avait dû être très belle, mais maintenant, elle ressemblait à son propre fantôme. « Bonjour » dit Luke doucement. « Je m'appelle Luke, je suis là pour t'aider. » La jeune femme le regarda et une lueur traversa son regard. Pas de la compréhension, ni de la reconnaissance, mais autre chose. Quelque chose de chaud et d'inconnu qui provoqua un étrange pincement au cœur de Luke. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il avec douceur. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Puis elle secoua la tête, lentement, tristement, comme un enfant qui a perdu quelque chose de très important. Luke trouva la clé de la cage sur Harrison et ouvrit prudemment la porte. La jeune femme ne bougea pas, comme si elle ne comprenait pas qu'elle était libre. « Sors », dit Luke en lui tendant la main. « Tu n'as plus besoin de rester dans cette cage. » Elle fixa sa main longuement, puis tendit lentement la sienne. Ses doigts s'étaient froids malgré la chaleur et tremblaient de faiblesse. Luke l'aida à sortir de la cage, et elle se tint à côté de lui, fragile, perdue, mais lui faisant inexplicablement confiance. À cet instant, quelque chose changea dans la poitrine de Luke. Il avait ressenti cela de nombreuses fois pendant la guerre, en sauvant des camarades blessés sous le feu ennemi, mais c'était différent maintenant. Quelque chose de plus profond et d'incompréhensible. « Il faut qu'on te donne un nom », dit-il en la regardant dans ses yeux sombres. « On ne peut pas rester sans nom. » Elle pencha la tête sur le côté, comme si elle écoutait quelque chose qu'il ne pouvait entendre. Et puis, pour la première fois, elle sourit. Un sourire faible, hésitant, mais un sourire. Et à ce moment-là, Luke Mackenzie, chasseur de primes, qui avait tué plus d'hommes pendant et après la guerre qu'il ne pouvait en compter, comprit que sa vie venait de changer pour toujours. La poussière s'élevait en colonne sous les sabots des chevaux, tandis que la petite caravane avançait lentement sur la piste brûlée par le soleil. Luke chevauchait en tête sur son cheval baille, jetant de temps en temps un coup d'œil à la jeune femme, assise sur l'un des chevaux de Harrison. Derrière eux suivait
Les deux bandits ligotaient. Harrison se tenait tant bien que mal en selle, malgré sa blessure à la jambe, et Tom gémissait de douleur à l'épaule. Cela faisait 3 heures qu'ils se dirigeaient vers Silver Creek, la ville la plus proche, avec un shérif et une prison. Luke espérait y arriver avant le coucher du soleil, s'il n'y avait pas de retard. Mais ce n'étaient pas les bandits qui l'inquiétaient. Il avait l'habitude de s'occuper d'eux. C'était la jeune femme. Elle chevauchait en silence, se tenant à la selle des 2 mains comme si elle avait peur de tomber. Luke lui avait donné sa chemise de rechange, une flanelle à carreaux propres, trop grande pour elle, mais qui couvrait au moins sa robe en lambeaux. Elle l'avait acceptée sans un mot, hochant simplement la tête en signe de gratitude. Depuis qu'ils avaient quitté le camp des bandits, elle n'avait pas prononcé un son. Luke avait tenté de lui parler à plusieurs reprises, mais n'avait reçu en réponse qu'un regard attentif de ses yeux sombres et le silence. Un silence ni hostile, ni effrayé. Juste un silence. Comme si elle avait désappris à parler ou oublié à quoi cela servait. Quand le soleil commença à décliner, Luke aperçut au loin les contours familiers des bâtiments. Silver Creek était une petite ville, une dizaine de maisons, un saloon, une boutique, une forge et, surtout, une solide cabane en rondin avec des barreaux de fer aux fenêtres qui abritait la prison. Le shérif Dan Ollie vint à leur rencontre en entendant le bruit des sabots. C'était un homme âgé avec une moustache grise et des yeux bienveillants, qui connaissait Luke depuis plusieurs années. « Luke Mackenzie !» s'exclama-t-il en s'approchant. « Eh bien, tu as vraiment ramené Iron Joe. Je pensais que tu avais disparu quelque part dans le désert. »« C'est presque ce qui est arrivé, » répondit Luke en descendant de cheval. « Dan, je dois te confier ces 2-là. Harrison est blessé, mais rien de mortel. Tom survivra aussi s'il ne fait pas l'idiot. » Le shérif hocha la tête et appela son adjoint, un jeune homme nommé Billy. « Mène-les en cellule, » ordonna-t-il, « et appelle le docteur Morris pour qu'il examine leurs blessures. » Pendant que l'adjoint s'occupait des prisonniers, le shérif Ollie remarqua la jeune femme, qui était restée sur son cheval sans chercher à descendre. « Et qui est-ce » demanda-t-il à voix basse. « Harrison la gardait en cage, » expliqua Luke en s'approchant du cheval de la jeune femme. « Elle a des problèmes de mémoire. Elle ne se souvient ni de son nom, ni d'où elle vient. » Luke tendit doucement les mains pour l'aider à descendre de selle. Elle était légère, presque immatérielle, et il la sentit trembler légèrement de fatigue. « La pauvre !» dit le shérif en secouant la tête avec compassion. « On voit qu'elle a beaucoup souffert. Nous avons une femme de bien ici, Madame Parker, elle tient une pension. Je pense qu'elle acceptera de s'occuper de la jeune femme. » Luke hocha la tête. Mais pour une raison quelconque, il ne lâcha pas sa main. Elle se tenait à côté de lui, et il sentait la chaleur de sa paume à travers ses doigts calleux. Étrangement, il n'avait pas envie de la confier à des inconnus, même à des gens aussi bons que Madame Parker. « Je pense, » commença-t-il avant de se taire, ne sachant comment expliquer ce qu'il ne comprenait pas tout à fait lui-même. « Je dois rester en ville quelques jours, pour les formalités et pour toucher la récompense. Peut-être que d'ici là, elle se souviendra de quelque chose. » Le shérif le regarda attentivement, puis la jeune femme, et ses yeux se plissèrent avec compréhension. « Bien sûr, Luke. Installe-toi à l'hôtel McGrath, il est juste en face de la pension de Madame Parker. Ce sera pratique pour veiller sur... pour aider la jeune femme à retrouver la mémoire. » Ils longèrent la rue principale de Silver Creek, une large bande de terre battue bordée de maisons en bois, avec des porches et des balustrades sculptées. La jeune femme marchait entre Luke et le shérif, observant tout avec attention, comme si elle voyait de tels endroits pour la première fois. La pension de Madame Parker se trouvait dans une maison à 2 étages, avec des volets blancs et un jardinet où poussaient des tournesols et des roses trémières. Madame Parker elle-même, une femme corpulente d'âge mûr aux yeux maternels et à la voix douce, sortit à leur rencontre en s'essuyant les mains sur son tablier. « Mon Dieu, qu'est-il arrivé à cette pauvre fille ?»
s'exclama-t-elle en voyant l'état de son invité. « C'est une longue histoire, Hélène, répondit le shérif. Elle a besoin de soins et d'un endroit sûr pour se reposer. Monsieur Mackenzie paiera les frais. Bien sûr, dit Madame Parker en agitant les mains. Entrez, ma chère. J'ai justement la meilleure chambre qui vient de se libérer au 2e étage, avec vue sur le jardin. En entrant dans la maison, Luc sentit une odeur de pain frais et de lavande. L'intérieur était simple mais confortable. Des napperons en dentelle sur les tables, des photos de famille au mur, des coussins brodés sur les fauteuils. Une vraie Toé maison, comme Luc n'en avait pas vu depuis des années. La jeune femme s'arrêta au milieu du salon et regarda lentement autour d'elle. Luc observait son visage, essayant de voir si quelque chose ravivait des souvenirs. Mais son expression restait immuablement calme et un peu perdue. « Ma chérie, comment t'appelles-tu » demanda Mme Parker en s'approchant d'elle. Elle la regarda, puis se tourna vers Luc et secoua la tête. Le même geste qu'il avait vu dans le désert. « Elle ne se souvient pas de son nom, » expliqua Luc. « Et pour l'instant, elle ne peut pas parler. Nous espérons que c'est temporaire. »« Ah, la pauvre !» dit Mme Parker en prenant doucement la main de la jeune femme. « Ce n'est pas grave, ma chère. Les noms ne sont que des mots. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et maintenant, viens, je vais te montrer ta chambre. Il y a tout ce qu'il faut, un bain avec de l'eau chaude et des vêtements propres. » Tandis que les femmes montaient à l'étage, Luc resta dans le salon avec le shérif. Holly se servit un café de la cafetière, posé sur le poêle, et regarda Luc d'un air interrogateur. « Je ne refuse pas, » acquiesça celui-ci. Ils restèrent assis en silence quelques minutes, sirotant leur café chaud. Finalement, le shérif se racla la gorge. « Et Luc, tu comprends bien que cette jeune femme pourrait avoir besoin d'une aide sérieuse. Il faudra peut-être l'emmener voir un médecin dans une grande ville, un spécialiste de ce genre de conditions. » « Je comprends, » répondit brièvement Luc. « Et tu comprends que ton travail n'est pas adapté pour prendre soin de quelqu'un dans sa situation. La chasse aux primes, les longues traversées du désert, les fusillades, ça aussi je le comprends. » Le shérif garda le silence, étudiant le visage de Luc. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Luc ne répondit pas tout de suite. Il ne le savait pas lui-même. Toute sa vie, ces 7 dernières années, avait été bâtie sur la solitude et le danger. Il n'avait pas de maison, pas de racines, personne qui l'attendait. Et soudain, cette jeune femme aux yeux sombres et au sourire silencieux était apparue. Et tout dans sa vie lui semblait soudain faux. « Je ne sais pas, Dan, » admit-il honnêtement. « Sincèrement, je ne sais pas. » De l'étage, on entendit le bruit de l'eau et des voix basses. Madame Parker était manifestement la jeune femme à se rafraîchir. Luc l'imagina se débarrassant de la poussière du désert, ses cheveux retrouvant leur éclat, et ses pensées réchauffèrent étrangement son cœur. « Et si on essayait de savoir qui elle est ?» proposa le shérif. « Envoyer des messages aux villes voisines. Peut-être que quelqu'un cherche une jeune femme disparue. Harrison a dit qu'il l'avait trouvée près d'un village indien, se souvint Luc. Peut-être qu'il faudrait y aller, parler au chef. C'est une idée, approuva Holly. Les Indiens se souviennent de tout ce qui se passe sur leur terre. Si la jeune femme est apparue là-bas, ils sauront comment et d'où. » À ce moment, des pas se firent entendre dans l'escalier, et Luc leva les yeux. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. La jeune femme descendait les marches lentement, prudemment, en se tenant à la rampe. Madame Parker l'avait vêtue d'une robe simple mais jolie, couleur lavande, qui soulignait sa silhouette élancée. Ses cheveux, lavés, étaient tressés en une natte soignée, qui tombait sur son épaule. Mais le plus important, c'était de son visage. Sans la couche de poussière et de saleté, il était magnifique. Des traits réguliers, de grands yeux sombres, des lèvres douces, et de nouveau ce sourire, timide, hésitant, mais authentique. « Voilà, c'est bien mieux, » dit Madame Parker satisfaite. « Vous voyez quelle beauté se cachait sous toute cette crasse de la route. »
Luc se leva sans la quitter des yeux. Elle le regardait. Et il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Pas du vide, mais de la gratitude, de la confiance. Il ne pouvait le définir avec certitude, mais ce regard lui coupait la respiration. « Cette robe te va bien, dit-il, sa propre voix lui paraissant rauque. Elle pencha la tête sur le côté, un geste qu'il commençait à reconnaître, et sourit plus largement. Puis elle fit quelques pas vers lui et toucha sa main. Un contact très léger, d'une seconde à peine, mais une vague de chaleur parcourut le corps de Luc. « Merci », murmura-t-elle si bas qu'il peina à l'entendre. Les premiers mots qu'elle prononçait depuis qu'il l'avait trouvé dans la cage. Et ils lui étaient adressés. « Elle a parlé !» s'exclama Madame Parker. « Oh, ma chérie, c'est merveilleux !» La jeune femme, effrayée par la joie soudaine de la propriétaire, recula instinctivement vers Luc. Il sentit son dos le toucher légèrement, cherchant sa protection, et quelque chose au plus profond de sa poitrine répondit à cette confiance. « Tout va bien, » dit-il doucement sans se retourner. « Personne ne te fera de mal. » Et à cet instant, Luc Mackenzie comprit que ce n'était pas de simples paroles de réconfort. C'était une promesse qu'il se faisait à lui-même et à elle, même si elle n'en avait peut-être pas saisi la signification. Il la protégerait, quoi qu'il en coûte, qui qu'il ait été avant, quelle que soit la vie qu'il ait menée. Il protégerait cette jeune femme fragile, au passé oublié et aux yeux confiants, même s'il devait pour cela changer toute sa vie. Le matin, à Silver Creek, accueillit Luc avec les bruits d'une ville qui s'éveille, des aboiements de chiens, le grincement des roues de charrette et le martèlement lointain d'un marteau dans la forge. Il se réveilla dans sa petite chambre de l'hôtel McGrath avec les premiers rayons du soleil, comme l'habitude prise après des années de vie à la belle étoile. Mais au lieu de se lever immédiatement pour se préparer à repartir, comme d'habitude, il resta allongé sur son lit dur, fixant le plafond et pensant à la jeune femme dans la maison d'en face. La veille au soir, après le dîner chez Madame Parker, elle était redevenue silencieuse, comme si ces deux mots « merci » avaient épuisé tout son vocabulaire. Mais elle n'avait cessé de le regarder, et il y avait dans son regard quelque chose qui le faisait se sentir à la fois fort et vulnérable. Luc se leva, se lava à l'eau froide de la cruche et enfila sa plus belle chemise, une chemise blanche, à boutons de nacre, qu'il ne portait que pour les grandes occasions. Sans savoir pourquoi, il voulait paraître meilleur. Pas comme un chasseur de primes errant, mais comme un homme à qui l'on pouvait confier quelque chose de précieux. À la pension, il fut accueilli par Madame Parker, qui s'affairait dans la cuisine pour le petit déjeuner. « Bonjour, Monsieur Mackenzie », le salua-t-elle. « Vous arrivez juste à temps. Notre petite est déjà réveillée, elle est dans le jardin. C'est étrange. Elle s'est levée avant l'aube et est allée près des tournesols. Elle est assise là depuis 1 heure, sans bouger. » Luc traversa la maison jusqu'à la cour arrière et l'aperçut. Elle était assise sur un banc en bois sous un vieux pommier, face à l'est où le soleil se levait. La lumière matinale éclairait doucement son profil, et un instant, elle lui parut non pas une jeune femme terrestre, mais une créature des bois sortie des contes que sa mère lui racontait dans son enfance. « Bonjour », dit-il doucement en s'approchant du banc. Elle tourna la tête et lui sourit. De nouveau ce sourire timide et hésitant qui lui serrait le cœur. « Bonjour », murmura-t-elle en réponse. Un autre mot. Luc s'assit à côté d'elle sur le banc, en gardant une distance respectueuse. Il ne voulait pas l'effrayer par sa proximité, mais ne pouvait se résoudre à partir. « Tu aimes le lever du soleil ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête et regarda de nouveau le soleil qui s'élevait au-dessus des toits, peignant le ciel de teintes roses et dorées. « C'est beau, dit-elle, sa voix basse mais claire. « Oui, acquiesça Luc.
J'ai vu de nombreux levers de soleil dans le désert, mais ici, c'est différent. » Elle se tourna vers lui, et il vit une question dans ses yeux. « Dans le désert, l'aube est cruelle, » expliqua-t-il. « Elle promet la chaleur et les épreuves, alors qu'ici, elle est douce, bienveillante. »« Bienveillante !» répéta-t-elle, comme si elle goûtait le mot. Ils restèrent assis en silence, jusqu'à ce que Madame Parker les appelle pour le petit déjeuner. À table, la jeune femme mangeait lentement, par petites bouchées, mais avec appétit. Luc remarqua avec quelle précaution elle tenait sa fourchette, comme si elle réapprenait à utiliser les couverts. « Monsieur Mackenzie, » s'adressa à lui la propriétaire, « que comptez-vous faire maintenant? Je veux dire, avec la jeune fille? »« Je veux aller voir les Indiens, » répondit Luc. « Harrison a dit qu'ils l'avaient trouvée près de leur village. Peut-être qu'ils savent quelque chose sur son passé. » La jeune femme leva brusquement la tête et le regarda. Une lueur de peur traversa ses yeux. La première émotion forte qu'il y voyait. « Tu ne veux pas aller chez les Indiens ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête, ses mains tremblant légèrement. « Ils sont méchants ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Luc. « Mais tu n'es pas obligé de venir. Tu peux rester ici chez Madame Parker. » La jeune femme regarda la gentille propriétaire, puis de nouveau Luc, et il vit un combat d'intérieur dans ses yeux. « Je viens avec toi, » dit-elle finalement. Ces mots sonnèrent comme une déclaration de loyauté, et Luc sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle lui faisait plus confiance qu'à la sécurité de la pension, plus qu'aux soins maternels de Madame Parker. Cette confiance était à la fois un cadeau et une immense responsabilité. 1 heure plus tard, il quittait Silver Creek. Luc montait son cheval Bay, la jeune femme une jument qu'il avait achetée à un marchand de chevaux local. Il avait choisi la jument la plus calme et la plus docile, une pie aux yeux doux et au tempérament placide. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Luc alors qu'ils sortèrent de la ville. La jeune femme caressa l'encolure de la jument et réfléchit. « Matin, » dit-elle enfin. « Matin, » répéta Luc. « Elle est comme le matin, douce, bienveillante, » expliqua-t-elle, et ce fut la plus longue phrase qu'il l'eût entendu prononcer. « C'est un joli nom, » approuva-t-il. « Et toi, comment allons-nous t'appeler » Elle le regarda avec surprise, comme si elle ne comprenait pas la question. « Tout le monde doit avoir un nom, » expliqua Luc. « On ne peut pas rester sans nom. »« Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Et que ressens-tu quand tu penses à toi ?» demanda-t-il. « Comment te vois-tu » Elle chevaucha en silence pendant quelques minutes, réfléchissant visiblement à ses paroles. Luc ne la pressa pas, savourant sa présence à ses côtés, sa confiance en lui. « Ombre, » dit-elle enfin. « Ombre, je suis comme une ombre. J'ai été quelqu'un, et maintenant je ne suis que l'ombre de celle que j'étais. » Il y avait une telle tristesse dans sa voix que le cœur de Luc se serra. Il arrêta son cheval et se tourna vers elle. « Non, » dit-il fermement, « tu n'es pas une ombre. Tu es la personne la plus réelle, la plus vivante que je connaisse. » Elle le regardait avec de grands yeux, et il voyait que ses mots l'atteignaient. « Alors comment » demanda-t-elle doucement. Luc réfléchit. Il la regarda. Ses cheveux sombres qui brillaient au soleil, ses yeux bruns couleur de miel d'automne, les traits fins de son visage. Et soudain, il comprit. « Clara, » dit-il. « Clara signifie claire, lumineuse. Tu es Clara. » Elle répéta le nom plusieurs fois, comme pour en écouter la sonorité. « Clara, » murmura-t-elle enfin, et elle sourit. « J'aime bien. »« Alors tu es Clara, » dit Luc. « Clara, l'aurore. » Elle se mit à rire, un rire doux, mélodieux, plus beau que toutes les musiques qu'il avait jamais entendues.
Ils continuèrent dans leur route à travers la plaine brûlée par le soleil, en direction des contreforts où, selon le shérif Holly, se trouvait le village Comanche. Luc racontait à Clara sa vie, la guerre, comment il était devenu chasseur de primes, les villes et les gens qu'il avait rencontrés. Elle écoutait attentivement, posant parfois de brèves questions, et peu à peu, il remarqua qu'elle parlait de plus en plus, avec plus d'assurance. Vers midi, ils atteignirent un petit ruisseau, un affluent de la rivière, qui descendait des montagnes. Luc proposa une halte, et ils descendirent en de cheval à l'ombre de quelques chênes. Clara s'assit au bord du ruisseau et regarda l'acalot qui clapotait sur les pierres. Luc alluma un petit feu et posa la cafetière. « Luc !» appela-t-elle soudain, et il y avait une note étrange dans sa voix. « Oui ?» « Je me souviens de l'eau, dit-elle lentement. Pas celle-ci, une autre, grande. » Luc s'approcha et s'assit à côté d'elle. Quelle? Large, rapide, et une maison près d'elle. Une maison blanche avec des volets bleus, dit-elle en regardant au loin, comme si elle voyait quelque chose d'invisible pour lui. Et un homme grand, avec des cheveux gris. Il m'appelait... Elle se tut, fronçant les sourcils sous l'effort. « Comment t'appelait-il » demanda doucement Luc. « Je ne me souviens pas, » murmura-t-elle avec déception. « J'y suis presque, mais je n'y arrive pas. »« Ce n'est pas grave, » la rassura Luc. « La mémoire revient progressivement. L'important, c'est qu'elle revienne. » Elle se tourna vers lui, ses yeux remplis de gratitude. « Tu es bon, » dit-elle simplement. « Pas toujours, » répondit Luc avec un sourire amer. « J'ai fait beaucoup de mal dans ma vie, Clara. J'ai tué des gens. Pas toujours des gens bien, mais quand même. Mais tu m'as sauvé, dit-elle en touchant sa main. Tu aurais pu passer ton chemin, mais tu ne l'as pas fait. » Son contact lui coupa le souffle. Ses doigts s'étaient chauds et doux, et il comprit qu'il pourrait rester ainsi éternellement, sentant ce simple et innocent contact. « Je ne pouvais pas passer mon chemin, avoua-t-il. Dès l'instant où je t'ai vu, je ne pouvais pas. » Et ils se regardèrent dans les yeux, et Luc sentit que quelque chose d'important se passait entre eux, quelque chose qui les changerait tous les deux pour toujours. Mais il ne se pressait pas. Clara était comme un oiseau blessé. Il lui fallait du temps pour réapprendre à voler. Et lui, il pouvait attendre aussi longtemps qu'il le faudrait, même si cela devait prendre toute sa vie. Le village Comanche était niché dans une vallée pittoresque, entre des collines, où coulait une rivière abondante et où des troupeaux de chevaux paissaient dans les prairies. Une douzaine de tipis en peau de bison formaient un demi-cercle, et même de loin, Luc pouvait voir des enfants courir entre les habitations et des femmes travailler près des feux. Clara tira sur les rênes de sa jument et s'arrêta sur la crête de la colline, regardant le village en contrebas. Son visage avait pâli, et Luc remarqua le tremblement de ses mains. « Nous pouvons faire demi-tour, dit-il doucement, si tu n'es pas prête. »« Non, » murmura-t-elle, mais sa voix était hésitante. « Je dois savoir. Quoi qu'il en soit, je dois savoir. » Luc descendit lentement de la colline, et Clara le suivit. Leur arrivée ne passa pas inaperçue. Plusieurs guerriers s'orientèrent déjà à leur rencontre sur leurs poneys tachetés. Luc leva la main droite, paume en avant, en signe de paix. Le plus âgé des cavaliers, un homme d'une quarantaine d'années, avec des plumes d'aigle dans ses cheveux noirs, s'arrêta à quelques pas d'eux. Ses yeux sombres étudièrent attentivement Luc, puis se posèrent sur Clara, et l'expression de son visage changea. « L'homme blanc parle la langue des Comanches » demanda-t-il dans un anglais approximatif. « Un peu, » répondit Luc. « Je m'appelle Luke Mackenzie. Je viens en paix pour parler à votre chef. » L'Indien hocha la tête, mais son regard ne quittait pas Clara. « La femme, nous la connaissons. Oiseau perdu. » Clara tressaillit en entendant ce nom, et Luc vit une ombre de souvenir traverser son visage. « Oiseau perdu » répéta-t-il.
C'est ainsi que notre chef l'a nommée quand nous l'avons trouvée dans la prairie. Elle était comme un oiseau à l'aile brisée, vivante, mais incapable de voler. L'Indien fit demi-tour et leur fit signe de le suivre. Ils descendirent lentement vers le village, où le chef les attendait déjà, un homme grand et âgé, dont chaque mouvement respirait la dignité. Il s'appelait Loup Gris et parlait un anglais étonnamment bon. « Oiseau perdu, est-ce revenu ?» dit-il en regardant Clara avec une tendresse presque paternelle. « Nous pensions que les hommes mauvais t'avaient tué. » Clara descendit de cheval et fit quelques pas hésitants vers le chef. Ses yeux étaient remplis de questions. « Vous me connaissez ?» demanda-t-elle doucement. « Nous te connaissons. Il y a 2 lunes. Mes guerriers t'ont trouvé dans la prairie, loin de toutes les routes. Tu étais allongée sous un soleil de plomb, inconsciente. Tes vêtements étaient déchirés, tu avais du sang sur la tête. » raconta Loup Gris en s'asseyant sur une natte à l'entrée de son tipi. « Mes femmes ont pris soin de toi comme de leur propre fille. » Luc s'assit à côté de Clara sur les nattes qu'on leur offrait. Il la sentait trembler de tension, se préparant à entendre la vérité sur son passé. « Que m'est-il arrivé ?» demanda-t-elle. Loup Gris secoua la tête. « Nous ne le savons pas. Tu ne te souvenais de rien, ni de ton nom, ni d'où tu venais. Tu es restée inconsciente pendant 3 jours. À ton réveil, tu nous regardais comme un enfant qui découvre le monde. Mais je me souviens d'avoir eu peur, dit Clara, grimaçant sous l'effort de se rappeler. J'avais peur de tout le monde, sauf... Elle se tut, regardant une vieille indienne assise près d'un feu, non loin de là. Sauf Fleur de Lune, termina Loup Gris à sa place. Ma femme, c'était la seule en qui tu avais confiance. Elle te nourrissait comme un petit enfant, t'apprenait à reparler. Clara se leva et s'approcha lentement de l'Indienne. Fleur de Lune leva la tête et son visage sévère s'adoucit d'un sourire. Elle dit quelque chose en langue comanche, et Clara lui répondit de manière inattendue. Également dans leur langue, avec hésitation, mais de façon compréhensible. « Qu'a-t-elle dit ?» demanda Luc au chef. Fleur de Lune a dit « Ma fille est rentrée à la maison. » Et Oiseau perdu a répondu « Je me souviens de tes mains, des mains bienveillantes. » Luc regarda Clara s'agenouiller à côté de l'Indienne, qui lui caressa tendrement les cheveux. Il y avait un tel amour maternel dans ce geste qu'il en eut le souffle coupé. Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, Clara semblait chez elle, en sécurité. « Pourquoi vous a-t-elle quitté ?» demanda Luc. Loup Gris soupira. « Ne n'est-elle pas partie? Elle a été enlevée. De mauvais hommes blancs sont venus la nuit, pendant que nos guerriers s'étaient à la chasse. Ils ont pris 2 de nos chevaux et l'ont emmenée. Nous les avons poursuivis pendant 2 jours, mais nous avons perdu leurs traces dans le désert rocheux. » « Harrison et sa bande, » comprit Luke. « C'est possible. Nous connaissons cet homme. Il a déjà volé nos femmes, mais nous n'avons jamais pu l'attraper. Il est rusé comme un coyote et cruel comme un serpent. » Clara parlait doucement avec Fleur de Lune dans un mélange d'anglaise et de comanche. Luc voyait son visage changer, la peur s'estomper peu à peu, remplacée par une sorte de sérénité. « Elle a un don, » dit Loup Gris, suivant son regard. « Elle peut comprendre le langage du cœur, pas seulement celui des mots. Mes femmes disaient qu'elle avait des mains de guérisseuse. » De guérisseuse. Elle aidait notre homme médecine à soigner les blessés. Elle ne se souvenait pas d'où elle connaissait les herbes, ni comment pensaient les plaies, mais elle savait. Ses mains se souvenaient de ce que sa tête avait oublié. Cela expliquait beaucoup de choses. Luc se souvint avec quelle douceur Clara touchait sa jument, avec quelle attention elle observait tout ce qui vivait autour d'elle. Elle possédait une douceur innée, un besoin de soigner et de prendre soin. Loup Gris s'adressa à lui, Luc. « Pourriez-vous me dire ce dont vous vous souvenez d'autre du jour où vous l'avez trouvée ?»
Le moindre détail pourrait aider. Le chef réfléchit, regardant le ciel du couchant. Elle n'était pas seule. À côté d'elle gisait un cheval mort, avec une selle d'Amazone. Une belle selle coûteuse, et une sacoche avec des médicaments, de vrais médicaments d'hommes blancs, pas nos herbes. Avez-vous conservé ces objets? Fleur de Lune les a gardés. Elle a dit que lorsque Oiseau perdu se souviendrait de qui elle était, ces objets l'aideraient à retrouver son chemin. Loup Gris appela sa femme, et celle-ci, soutenant doucement Clara, s'approcha d'eux. La vieille indienne disparut dans le tipi et revint avec une sacoche en cuir. Clara prit la sacoche de ses mains tremblantes et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des flacons de médicaments, du matériel de pansage, de petits instruments, tout ce qu'un médecin ou une infirmière expérimentée pourrait transporter. « C'est à moi, » murmura-t-elle. « C'est à toi, » acquiesça Loup Gris. « Et encore une chose. » Fleur de Lune tendit à Clara un petit médaillon sur une fine chaîne en or. Le médaillon était ancien, gravé, mais Luc ne pouvait pas déchiffrer l'inscription. Clara prit le médaillon et ses yeux s'écarquillèrent. Elle le serra contre sa poitrine et ferma les yeux. « Docteur Elizabeth Morgan, » murmura-t-elle. « Il me l'a offert pour mon anniversaire. »« Qui ?» demanda prudemment Luc. « Mon père, » dit-elle, des larmes coulant sur ses joues. « Je me souviens. Je me souviens de ses mains, de sa voix. Il m'appelait son petit docteur. » La mémoire lui revenait par fragments, comme les pages déchirées d'un livre. Clara parlait de manière décousue, s'arrêtant lorsque les souvenirs devenaient trop douloureux. Son père était médecin dans une petite ville nommée Riverbend, à 2 jours de route vers l'est. Sa mère était morte quand Clara était encore petite, et son père l'avait élevée seule. Il lui avait appris tout ce qu'il savait, comment soigner les gens, comment consoler ceux qui souffrent, comment trouver l'espoir même dans les moments les plus sombres. « J'allais voir une femme malade ?» se souvint-elle en serrant le médaillon contre son cœur. Madame Johnson vivait dans une ferme à 20 miles de la ville. Elle avait un accouchement prématuré, et son mari est venu me chercher la nuit. « Et que s'est-il passé ?» demanda Luc, bien qu'il s'en doutât déjà. « Je ne sais pas. Je me souviens que je chevauchais sur la route, et soudain, le noir. »« Plus rien, » dit-elle en secouant la tête. « Et puis je me suis réveillée ici chez Fleur de Lune. Loup Gris et sa femme échangèrent un regard. « Nous t'avons trouvé loin de la route de Riverbend, » dit le chef. « Quelqu'un t'a emmené dans le désert. » Peut-être qu'ils voulaient te tuer, mais quelque chose les en a empêchés. Luc sentit la colère monter en lui. Quelqu'un avait attaqué une jeune femme sans défense qui allait sauver une vie. L'avait frappée à la tête, enlevée, dans l'intention de la vendre comme un objet. Et pendant tout ce temps, son père devait devenir fou de chagrin, ignorant ce qui lui était arrivé. « Je dois rentrer à la maison, » dit Clara en levant les yeux vers lui. « Mon père, il doit penser que je suis morte. »« Bien sûr, » acquiesça Luc. « Nous partons pour Riverbend tout de suite. »« Non, » intervint Loup Gris. « La nuit va bientôt tomber, et dans l'obscurité, ceux qui ont enlevé Oiseau perdu rôdent. Passez la nuit dans notre village. Demain matin, mes guerriers vous escorteront jusqu'à la grande route. » Clara regarda Luc et il hocha la tête. Le vieux chef avait raison. Voyager de nuit dans ces contrées était dangereux. Fleur de Lune leur prépara le dîner, un ragoût de cerf avec du maïs et des herbes sauvages. Clara mangea avec un appétit que Luc ne lui avait jamais vu. Les souvenirs de sa maison, de sa famille, lui avaient redonné des forces. Après le dîner, ils s'assirent auprès du feu avec d'autres membres de la tribu. Loup Gris raconta des histoires des temps anciens, quand les Comanches étaient entre les maîtres de toutes les prairies. Clara traduisait à Luc les passages qu'il ne comprenait pas, et il s'étonna de la rapidité avec laquelle ses compétences linguistiques lui revenaient. « Elle apprend vite », lui dit Loup Gris en anglais, alors que Clara s'était éloignée vers la rivière pour se laver. En 3 semaines, elle a appris notre langue mieux que beaucoup de Blancs en des années. Elle a un don particulier, approuva Luc. Tu l'aimes,
dit le chef. Ce n'était pas une question. Luc regarda la silhouette sombre de Clara penchée sur l'eau et sentit ce pincement familier dans sa poitrine. « Oui, » répondit-il honnêtement, bien qu'elle ne le sache pas. « Et tu le lui as dit ?»« Comment le pourrais-je ? Elle commence à peine à se souvenir de qui elle est. Elle a un père, une maison, une autre vie. Et moi, je ne suis qu'un chasseur de primes sans racines ni avenir. » Loupe-Gris le regarda longuement, puis hocha la tête. « Les Comanches ont un proverbe, le cœur connaît le chemin que les yeux ne voient pas. » Pas. Tu penses peut-être que tu n'es pas digne d'elle. Mais le cœur ne se soucie pas de la dignité. Il aime, tout simplement. Clara revint de la rivière, et Luc vit quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas seulement de la gratitude ou de la confiance, quelque chose de plus profond qui accélérait sa respiration. « Luc, » dit-elle doucement en s'asseyant à côté de lui près du feu, « merci de m'avoir amené ici. Maintenant, je sais qui je suis, et c'est grâce à toi. Tu te serais souvenu sans moi, objecta-t-il. Non, dit-elle en secouant la tête. Sans toi, je serais morte dans cette cage. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu m'as rendue à moi-même. Elle tendit la main et toucha sa joue. Un contact léger, prudent, mais qui coupa le souffle de Luc. Quoi qu'il arrive ensuite, murmura-t-elle, je ne l'oublierai jamais. À la lueur du feu, ses yeux paraissaient immenses et sombres, remplis d'une chaleur qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et Luc comprit qu'il n'était pas seulement amoureux de cette jeune femme, il était amoureux désespérément, pour toujours, pour le reste de sa vie. Demain, elle retournerait auprès de son père, à sa vie d'avant, et lui, il la laisserait partir, parce qu'il l'aimait, même si cela devait lui briser le cœur, même s'il devait vivre avec cette douleur jusqu'à la fin de ses jours. Au matin, ils quittèrent le village Comanche au son des tambours d'adieu. Fleur de Lune serra longuement Clara dans ses bras, lui chuchotant quelque chose dans sa langue, et Luc vit des larmes dans les yeux des deux femmes. Loup-Gris leur offrit un sac en cuir rempli de viande séchée et de galettes indiennes, des provisions pour la route. « Si tu as besoin d'aide, viens nous voir, » dit le chef à Luc avant leur départ. « Tu as sauvé notre oiseau perdu. Tu es maintenant un ami des Comanches pour toujours. » Deux jeunes guerriers se les escortèrent jusqu'à la route principale menant à River Bend. Pendant tout le trajet, Clara fut pensive et ne parla presque pas. Luc la comprenait, les souvenirs l'assaillaient comme une avalanche, et il lui fallait du temps pour tout assimiler. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls sur la route poussiéreuse, Clara prit enfin la parole. « Luc, et toi, que vas-tu devenir ?» demanda-t-elle sans tourner la tête. « Quand nous arriverons à River Bend ?» La question qu'il redoutait. Luc garda le silence quelques instants, cherchant ses mots. « Je partirai, » dit-il enfin. « Tu as un père, une maison, un travail. Tu n'as pas besoin de quelqu'un comme moi. » « Comment sais-tu ce dont j'ai besoin et ce dont je n'ai pas besoin ?» Sa voix avait pris des inflexions inconnues. Luc la regarda, surpris. Clara fixait l'horizon, mais ses lèvres étaient pincées en une fine ligne. Clara. « Non ?» dit-elle brusquement en tirant sur les rênes et en arrêtant sa jument. « Tu as tout décidé pour moi, comme tous les hommes, comme mon père, qui ne voulait pas que je soigne les gens parce que ce n'était pas une affaire de femme, comme M. Hargrave, qui m'a demandé ma main en me disant qu'après le mariage, j'oublierais ces bêtises de médecine. » Ses yeux s'enflammèrent de colère, et Luc comprit qu'il n'avait pas en face de lui la jeune femme timide de la cage, mais une femme forte qui connaissait sa valeur. « Vous pensez tous savoir mieux que moi ce dont j'ai besoin, » continua-t-elle. « Mais personne ne me demande ce que je veux, moi. »« Et que veux-tu » demanda doucement Luc. Clara descendit de sa jument et s'approcha de lui. Il mit pied à sa terre à son tour, et ils se firent face sur la route déserte, entourés seulement par le vent
et les vastes étendues. « Je veux rester avec toi, » dit-elle simplement. « Pas parce que tu m'as sauvé, pas par gratitude, mais parce qu'à tes côtés, je me sens réel. » Luc en eut le souffle coupé. « Clara, tu ne comprends pas. Ma vie, c'est le danger, les routes, les nuits à la belle étoile. Je n'ai pas de maison, pas d'argent à part celui que je gagne en chassant les criminels. Ce n'est pas une vie pour une femme comme toi. »« Une femme comme moi, c'est-à-dire ?» demanda-t-elle en faisant un pas de plus. « Bonne, éduquée, qui mérite mieux. » Clara se mit à rire, mais son rire était triste. « Mieux, Luc? J'ai vécu 3 semaines avec les Indiens, dormant sur des pots, mangeant ce que les chasseurs rapportaient. Et tu sais quoi? J'étais heureuse, parce que je pouvais aider les gens, les soigner, parce qu'on m'acceptait tel que j'étais. » Elle s'approcha encore, et il n'y avait plus que quelques centimètres entre eux. « Et avec toi, je ressens la même chose. Tu n'essaies pas de me changer. Tu ne me dis pas que je devrais être différente. Tu me acceptes, tout simplement. » Où Clara commença Luc, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Je sais ce que tu ressens, » murmura-t-elle. « Je le vois dans tes yeux chaque fois que tu me regardes, et je ressens la même chose. » Luc ferma les yeux, luttant contre lui-même. Chaque cellule de son corps voulait la serrer dans ses bras, la presser contre lui, ne jamais la laisser partir. Mais sa raison lui disait que c'était mal. « Ton père, » dit-il d'une voix rauque, « il t'a perdu une fois. Je ne peux pas le priver à nouveau de sa fille. »« Alors nous irons le voir ensemble, » dit Clara avec détermination. « Tu feras sa connaissance. Tu lui prouveras que tu n'es pas l'homme que tu crois être. Et s'il ne m'accepte pas, alors nous partirons, » dit-elle en prenant ses mains dans les siennes. « N'importe où. Je peux soigner les gens partout où ils en ont besoin. Et à tes côtés, je suis prête à vivre même sous une tente dans le désert. » Luc la regarda dans les yeux et y vit une détermination qu'il n'avait même pas vue chez beaucoup d'hommes qu'il avait rencontrés. Clara n'était pas un oiseau fragile à protéger dans une cage dorée. C'était une aigle qui voulait voler à ses côtés. « Tu es sûr ?» demanda-t-il une dernière fois. « Je n'ai jamais été aussi sûr de toute ma vie, » répondit-elle. Et alors, Sue, il s'autorisa enfin ce dont il rêvait depuis le premier jour. Il la serra dans ses bras, la pressa contre lui, la sentit fondre dans son étreinte. Il l'embrassa, tendrement, prudemment, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse, tel un mirage dans le désert. « Je t'aime, » lui murmura-t-il dans les cheveux, « depuis l'instant où je t'ai vu dans cette cage. Et je t'aime aussi, » répondit-elle en le serrant plus fort. « Mon cœur se souvenait de toi-même quand ma raison ne se souvenait de rien. » Ils restèrent enlacés au milieu de la route jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Puis, sans se lâcher, ils reprirent leur chemin vers Riverbend, vers la nouvelle vie qui les attendait. La ville les accueillit au son de la cloche de l'église et des aboiements des chiens. Riverbend était plus grande que Silver Creek, une vraie ville avec des rues pavées, des lampadaires à gaz et des maisons à 2 étages. La maison du docteur Morgan se trouvait dans la rue principale, à côté de son cabinet. Clara s'arrêta devant la maison blanche au volet bleu qu'elle connaissait, celle-là même qu'elle avait vue dans ses souvenirs près du ruisseau. Ses mains tremblaient en attachant sa jument au poteau. « Prête ?» demanda Luc. « Oui, » acquiesça-t-elle, mais sa voix tremblait. Ils montèrent sur le porche, et Clara frappa à la porte. Des pas se firent entendre presque aussitôt, et la porte s'ouvrit. Sur le seuil se tenait un homme grand aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, exactement tel que Clara se le rappelait. Mais il paraissait maintenant plus âgé, usé par le chagrin. « Clara ?» murmura-t-il n'en croyant pas ses yeux. « Clara, c'est vraiment toi ?»« Papa ?» répondit-elle, des larmes coulant sur ses joues. Le docteur Morgan serra sa fille dans ses bras avec une telle force
qu'il semblait craindre qu'elle ne disparaisse à nouveau. Luc se tenait à côté, se sentant de trop dans cette scène de retrouvailles familiales. Mais Clara lui tendit la main, l'invitant à entrer dans le cercle de leur étreinte. « Papa », dit-elle sans s'éloigner de son père, mais en regardant Luc, « je veux te présenter l'homme qui m'a sauvé la vie et avec qui je veux passer le reste de mes jours. » Le docteur Morgan regarda Luc, un regard long, scrutateur, celui d'un père qui jauge l'homme aux côtés de sa fille. « Entrez, dit-il enfin, nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Et lorsqu'ils franchirent le seuil, Luc ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. Il sentit qu'il était enfin rentré à la maison. Un an s'était écoulé depuis le jour où Clara était rentrée chez elle. Une année qui avait changé la vie de tous les trois, la sienne, celle de Luc et celle du docteur Morgan, plus qu'aucun d'eux n'aurait pu l'imaginer. Les premiers mois n'avaient pas été simples. Le docteur Morgan, un homme bon au cœur tendre, avait accueilli Luc chez lui, mais avec la prudence naturelle d'un père dont la fille unique avait failli mourir. Il étudiait cet homme au teint hâlé, aux mains calleuses et au regard méfiant, essayant de comprendre s'il pouvait lui confier ce qu'il avait de plus cher. Luc comprenait et ne pressait pas les choses. Il s'installa dans une petite chambre au-dessus de la forge, à la périphérie de la ville, et accepta tous les travaux qu'on lui proposait. Il aidait à la boutique, réparait des clôtures, déchargeait des charrettes. Le dur labeur physique lui permettait de canaliser son énergie et de ne pas penser qu'il commettait peut-être la plus grande erreur de sa vie en essayant de devenir quelqu'un qu'il n'avait jamais été. Chaque soir, il venait dîner chez le docteur Morgan. Clara y avait insisté, malgré les réticences initiales de son père. C'est au cours de ces dîners, à la lueur des lampes à pétrole, autour d'un repas simple, qu'une compréhension mutuelle naquit progressivement entre les deux hommes qui aimaient la même femme, chacun à sa manière. Le docteur Morgan parlait de son travail, des habitants de la ville, de leurs maladies et de leurs problèmes. Luc écoutait, posait parfois des questions, partageait des histoires de ses voyages, choisissant soigneusement celles qui ne choqueraient pas le vieux médecin. Clara était assise entre eux, ses yeux brillants de bonheur chaque fois qu'elle voyait les deux hommes les plus importants de sa vie trouver un terrain d'entente. Le tournant fut un soir d'octobre, lorsqu'un fermier, Jonathan Wilson, arriva en ville en criant à l'aide. Sa femme, Mary, avait été piétinée par des chevaux effrayés et gisait inconsciente, avec des côtes cassées et une hémorragie interne. « Docteur Morgan, je vous en supplie !» criait Wilson, son chapeau entre ses mains tremblantes. « Elle est en train de mourir. Sauvez-la !» Le vieux médecin était prêt à partir. Mais ses rhumatismes s'étaient récemment aggravés, et un long trajet sur des routes caouteuses aurait pu lui être fatal. « Papa, je viens avec vous, » dit Clara, enfilant déjà son manteau. « Moi aussi, » ajouta Luc, sans demander la permission. Ils filèrent à travers la nuit. Le docteur Morgan dans une charrette avec ses instruments médicaux, Luc et Clara à cheval. La ferme des Wilson se trouvait à 20 miles de la ville, et chaque minute comptait. Mary Wilson était effectivement en train de mourir. Elle gisait dans son lit, pâle comme un linge, sa respiration rapide et superficielle. Son abdomen était gonflé, et lorsque le docteur Morgan l'examina, il comprit que sans opération, elle ne survivrait pas. « Il faut l'opérer tout de suite, dit-il. Hémorragie interne, probablement une rupture de la rate. »« Papa, vos mains, » dit doucement Clara en regardant les doigts de son père trembler à cause de ses rhumatismes. Le vieux médecin regarda ses mains, fidèle compagne de 40 ans de pratique médicale, et comprit qu'elle pourrait le trahir au moment crucial. « C'est moi qui vais opérer, » dit Clara avec détermination. « Clara, non !» s'exclama son père. « Tu n'as jamais rien fait de tel. Mais je sais comment faire. Je vous ai aidé des centaines de fois.
Et maintenant, je suis sa seule chance. Le docteur Morgan hésita, mais les gémissements de la femme mourante décidèrent pour lui. « D'accord, dit-il enfin, mais je guiderai chacun de tes gestes. » Les 3 heures qui suivirent furent une épreuve pour tous. Clara opérait à la lueur des lampes à pétrole que tenait Luc. Ses mains étaient fermes et assurées, ses doigts aussi précis que ceux d'un chirurgien expérimenté. Le docteur Morgan se tenait à ses côtés, donnant des instructions, mais s'étonnant de plus en plus de l'intuition de sa fille, de son sens inné du corps humain. La pince plus à gauche. « Attends, prends la ligature. »« Attention, ne touche pas l'artère. » murmurait-il, mais Clara semblait anticiper ses paroles. Luc tenait les lampes en silence, passait que les instruments, observant sans relâche le visage de la femme qu'il aimait. Dans son expression concentrée, dans les mouvements assurés de ses mains, il voyait la Clara qu'elle était avant son enlèvement, un vrai médecin, né pour sauver des vies. Lorsque l'opération fut terminée et que Mary Wilson ouvrit les yeux et sourit faiblement à son mari, le docteur Morgan serra sa fille dans ses bras et la garda longtemps contre lui. « Pardonne-moi, murmura-t-il, pardonne-moi de ne pas l'avoir vue plus tôt. Tu n'es pas seulement ma fille, tu es un médecin, un vrai médecin. » Après cette nuit, tout changea. Le docteur Morgan commença à préparer Clara pour l'examen officiel de pratique médicale. À cette époque, les femmes médecins étaient une race, mais pas impossible. Et Clara avait non seulement les connaissances, mais aussi ce qui était plus important, une vocation. Luc changea également. En travaillant en ville, il comprit qu'il pouvait être utile autrement qu'en chassant des criminels. Son expérience, sa connaissance des gens, sa capacité à garder son sang-froid dans les situations dangereuses, furent utiles lorsque le shérif de Riverbend lui proposa de devenir son adjoint. « J'ai besoin d'un homme qui ne perd pas ses moyens dans les moments difficiles, » dit le shérif Thomas. « Un homme âgé à la moustache grise et au regard sage. Et des hommes comme toi. On n'en trouve pas tous les jours. » Luc accepta, mais à une condition. Plus de chasse à aux primes. Plus de longues absences. Plus de dangers qui pourraient le séparer de Clara. Au printemps, Clara réussit son examen et obtint sa licence de médecin. Elle devint la première femme médecin des 3 comtés environnants, et les patients la traitèrent d'abord avec méfiance. Mais peu à peu, voyant sa compétence et son dévouement, ils commencèrent à lui faire autant confiance qu'à son père. Luc fit sa demande en juin, le jour même où Clara assista à son premier accouchement seul. Il l'attendait sur le porche de la maison quand elle rentra, fatiguée mais rayonnante de joie. « Une nouvelle vie, dit-elle, en s'asseyant à côté de lui sur les marches. Un garçon en bonne santé ? Madame Davis l'a appelé Luc. »« En mon honneur, s'étonna-t-il. »« En l'honneur de celui qui m'a aidé à devenir celle que j'étais censée être, » répondit-elle en prenant sa main. « En l'honneur de l'homme qui m'a appris que l'amour n'est pas une cage, mais des ailes. » Luc s'agenouilla là, sur le porche, sous le ciel étoilé du Texas. « Clara Morgan, dit-il en sortant de sa poche une simple bague en or qu'il avait commandée à un bijoutier local. « Veux-tu m'épouser » Elle riait et pleurait à la fois en disant « oui ». Et le docteur Morgan, qui les observait de la fenêtre, souriait doucement, comprenant que sa fille avait trouvé non seulement un mari, mais un compagnon de vie. Le mariage fut simple mais joyeux. Toute la communauté de Riverbend vint féliciter les jeunes mariés. Même Loup Gris et quelques guerriers vinrent du village Comanche, apportant en cadeau une belle couverture en peau de bison brodée de perles. « Oiseau perdu n'est plus perdu, » dit-il à Luc en lui serrant fermement la main. « Elle a trouvé son nid, et tu as trouvé ta meute. » Après le mariage, les jeunes s'installèrent chez le docteur Morgan. Le vieux médecin était heureux d'avoir de la compagnie et de l'aide. Ses rhumatismes progressaient, et il laissait de plus en plus les cas complexes à sa fille. Luc construisit une extension à la maison, un cabinet pour Clara, avec une entrée séparée. Elle y recevait ses patients, et les opérations les plus complexes se déroulaient dans une pièce spécialement aménagée au rez-de-chaussée.
Leur vie s'installa au rythme tranquille d'une petite ville. Le matin, Clara recevait des patients. Luc travaillait avec le shérif, s'occupant de délits mineurs et veillant à l'ordre. Le soir, il s'asseyait dans le jardin, lisait des revues médicales, planifiait l'avenir. « Et si nous avons des enfants ?» demanda Clara un soir, alors qu'il se balançait sur la balançoire que Luc avait accrochée au vieux pommier. « Et s'il y en a ?» répondit-il par une autre question. « Tu n'as pas peur qu'ils héritent de mes problèmes de mémoire ?» Luc arrêta la balançoire et se tourna vers elle. « Clara, la perte de mémoire n'est pas une maladie héréditaire. C'était un accident, un coup sur la tête. Cela aurait pu arriver à n'importe qui. Mais si je ne suis pas une bonne mère, si j'oublie quelque chose d'important ?» Luc prit son visage entre ses mains et la regarda dans les yeux. Ces mêmes yeux sombres dont il était tombé amoureux dans le désert 1 an plus tôt. « Tu seras une mère merveilleuse, » dit-il fermement, « parce que tu as un cœur bon. Et un cœur bon n'oublie jamais l'essentiel. Comment t'aimer ?» L'hiver apporta une nouvelle qui changea encore leur vie. Clara était enceinte. Quand elle l'annonça à Luc, il la souleva dans ses bras et la fit tourner au milieu du cabinet, sans se soucier des regards étonnés des patients dans la salle d'attente. « Attention !» riait-elle. « Je suis médecin, je sais qu'il faut être prudente. »« Je serai prudent avec toi toute ma vie, » promit-il en la reposant doucement. « Et avec notre enfant aussi. » Le docteur Morgan accueillit la nouvelle, avec la joie d'un vieil homme qui espérait vivre assez longtemps pour voir ses petits-enfants. Il se mit à tricoter de petits chaussons, maladroitement, avec ses mains d'homme, mais avec un tel amour que Clara pleurait en le regardant. Au printemps, alors que les pommiers du jardin étaient en fleurs, leur fille naquit. Petite, avec les cheveux sombres de sa mère et les yeux gris de son père. Ils l'appelèrent Hope, espoir. « Elle te ressemble, » dit Luc, tenant sa fille dans ses bras, avec la précaution d'un homme qui tient pour la première fois quelque chose d'aussi fragile et précieux. « Mais elle aura ton caractère, » rit Clara, en regardant la petite serrer fort son doigt, têtue et déterminée. Le docteur Morgan mourut paisiblement dans son sommeil, quand Hope eut 6 mois. Il ne se réveilla tout simplement pas un matin, un sourire aux lèvres et une photo de sa petite fille à la main. Toute la ville assista à ses funérailles. Il les avait tous soignés. Il était plus qu'un médecin, un ami et un mentor. Il était heureux. Dis Luc à Clara, alors qu'il se tenait devant la tombe fraîche. Il a vu que tu avais trouvé ta place dans la vie, que tu étais heureuse. Grâce à toi, répondit-elle en serrant plus fort sa fille contre elle. Désormais, la maison leur appartenait. Clara hérita non seulement de la maison et de la pratique médicale de son père, mais aussi de sa réputation, de la confiance des gens. Elle devint le docteur Mackenzie, et les patients venaient de la voir des villes voisines. Luc était maintenant l'adjoint à part entière du shérif. Et lorsque le vieux Thomas prit sa retraite, il fut élu nouveau shérif à l'unanimité. Il n'aurait jamais pensé porter un jour l'étoile de l'autre côté, mais la vie réservait des surprises. Leur deuxième enfant, un fils nommé Samuel, naquit 2 ans plus tard. Puis une autre fille, Grace. La maison se remplit de rires d'enfants, du bruit de petits pas, de l'agitation joyeuse d'une grande famille. Le soir, quand les enfants dormaient, Luc et Clara s'asseyaient sur le porche, comme ils le faisaient des années auparavant, quand ils apprenaient à s'aimer. Sauf que maintenant, ils n'étaient plus des âmes perdues cherchant leur chemin. Ils étaient chez eux, entourés de la famille qu'ils avaient fondée ensemble. Parfois, j'ai l'impression que tout ça est un rêve, disait Clara, se blottissant contre l'épaule de son mari. Trop beau pour être vrai. Si c'est un rêve, alors je ne veux pas me réveiller, répondait Luc en lui embrassant les cheveux. Les années passèrent. Leurs enfants grandirent, partirent se vivre leur vie, mais revenaient à la maison pour chaque Noël. La maison se remplissait à nouveau de rires, ceux de leurs petits-enfants cette fois. Luc et Clara vieillirent ensemble. Ses cheveux devinrent gris, son visage se couvrit de ridées.
Mais quand ils se regardaient, ils voyaient qu'un et les mêmes personnes qui s'étaient rencontrées dans le désert des années plus tôt. Lui, la libérant de sa cage, elle, lui apprenant ce que signifiait être vraiment vivant. « Tu sais, » dit Clara un soir alors qu'ils étaient assis dans le jardin sous le vieux pommier, « je pense parfois à ce qui se serait passé si tu étais passé à côté de ce vallon. » « Mais je ne suis pas passé à côté, » répondit Luc, « et je ne l'aurais jamais fait, même si j'avais dû vivre 1000 vies. Pourquoi ? Parce que le cœur connaît le chemin que les yeux ne voient pas, cita-t-il les paroles du vieux loup gris. Mon cœur te connaissait avant que mes yeux ne te voient. Clara sourit, de ce même sourire timide et tendre qui l'avait captivé au premier regard. Je t'aime, Luke Mackenzie, dit-elle, comme elle le disait chaque jour de leur vie commune. Et je t'aime, Clara Mackenzie, répondit-il comme il répondait chaque jour, et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Et sous le ciel étoilé du Texas, dans le jardin où fleurissaient les pommiers des pommiers qu'il avait plantés pour elle des années auparavant, il n'était à nouveau qu'un homme et une femme qui s'étaient trouvés malgré toutes les adversités et avaient en créé un amour qui survivrait au temps. Un amour qui avait commencé avec un nom donné dans le désert à une jeune femme sans passé et qui était devenue une vie entière, pleine de sens, de joie et d'espoir.